Bonjour à tous. C'est la dernière session, donc encore un peu de courage, après la journée est presque finie. Mon talk s'intitule Développer pour le Google Apps Marketplace. Si vous avez vu le talk de Romain, ça va être une bonne continuité, je pense. De quoi va-t-on parler? Je vais vous donner quelques éléments de contexte parce qu'on parle de Google Apps, on parle du Marketplace pour un peu voir ce que c'est. On va voir toutes les étapes de configuration, de publication sur le Marketplace. On va faire un point très légèrement technique sur l'authentification. Et après, conclusion, questions-réponses. Donc, c'est pas un talk qui va être excessivement technique parce que pour se mettre en avant et publier sur le Marketplace, c'est beaucoup de paramétrage, de configuration, quelques trucs à respecter et un petit peu d'implémentation technique dans votre application. Donc, je m'appelle Corentin Leclerc. Je bosse chez Cyruseo et je bosse en gros sur Google Apps depuis 2008, avant d'une grosse SS2I et maintenant chez Cyruseo. Donc on fait du Google Apps, du déploiement, du développement spécifique, on fait de l'édition de logiciels. Et donc en gros, je fais du Google Apps et je travaille avec Google depuis maintenant quelques années. De quoi parle-t-on? Alors est-ce que vous connaissez tous Google Apps for Work? Il y a un nouveau branding maintenant. Avant c'était Google Apps for Business, maintenant c'est Google Apps for Work. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Si vous ne connaissez pas rapidement, c'est une suite de services collaboratifs qui est à destination d'entreprise. Les services collaboratifs, enfin, les services de Google, vous les connaissez tous individuellement en tant que particulier. Vous utilisez sans doute Gmail, Google Drive, Calendar, Google+. Là, tous ces services sont packagés, sont à destination de l'entreprise. Pas d'URL spécifique, c'est les mêmes services que pour le particulier, hein, sur drive.google.com, mail.google.com. Et à ça se rajoute une console d'administration, parce qu'en entreprise, on a un admin, il a envie de gérer ses users, ses ressources, sa flotte mobile, d'aller provisionner ses users et tout ce genre de choses. On a bien sûr les API qu'on utilise en tant que développeur, des API aussi spécifiques pour Google Apps, et on a aussi la possibilité de rajouter aux services existants, au core service, des applications tierces, et ça on va le faire grâce au Marketplace. Google Apps c'est du 2006, 2008, ça dépend. Avant il y avait encore une autre version qui n'était pas exactement Google Apps, c'était juste Gmail for Entreprise. On a une version, on va dire, Google Apps, je crois 2007-2008. La partie Marketplace qu'on va voir est arrivée quand même plus tard. Qu'est-ce que le Google Apps Marketplace? Donc c'est un marketplace et vous connaissez tous les marketplaces, c'est comme le Google Play Store, l'App Store d'Apple. Donc c'est un catalogue d'applications tierces, donc des gens comme nous, Cyruseo ou d'autres éditeurs, soumettent leur application pour qu'elle soit visible sur le marketplace. Dans le cas dont on va parler, c'est des applications qui sont à destination des administrateurs Google Apps. C'est-à-dire que ce n'est pas le end-user qui va ajouter une application, parce que là, l'application va impacter tout le domaine. C'est l'administrateur qui décide d'installer telle application. Le but, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait une intégration seamless, donc je l'ai mis en anglais, donc on va dire 100 heures, avec Google Apps. Donc on utilise le mécanisme d'authentification de Google, on ne va pas gérer les utilisateurs nous-mêmes, on ne va pas s'amuser à leur créer des mots de passe et des comptes, on s'intègre au maximum avec Google. Le Google Apps Marketplace, c'est mars 2010, et je vous parlerai, on a encore eu des évolutions intéressantes cette année. Alors maintenant, il faut faire un peu le tri, parce que vu qu'on a Google Apps en 2008, on a le Marketplace, vous utilisez sans doute le Chrome Web Store, parce que pour le end-user, dès qu'on va installer une application Chrome, une application Drive, on utilise le Chrome Web Store, et c'est pas exactement la même chose, ça dépend, c'est un peu la foire. En tant que développeur, pour utiliser le Google Apps Marketplace ou le Chrome Web Store, c'est la même chose, je vais tout faire sur le Chrome Web Store. Souscrire, publier, mettre à jour, récupérer mes statistiques. Je vais utiliser aussi la console développeur de Google. Dès qu'on est développeur, maintenant ils ont tout centralisé, on a une console pour activer tous les services. Donc en tant que développeur, je vais juste utiliser ça.
en tant que end-user ou administrateur de domaine, je vais quand même des fois devoir me rendre sur le Google Apps Marketplace pour installer soit des applications, soit des applications Drive. Donc quand vous êtes dans Drive, c'est quand on fait un clic droit et un nouveau, et en fait, au-delà des applications classiques comme Spreadsheet, Google Docs ou d'autres applications, ou des Gmail Contextual Gadgets peu connus, mais en gros, c'est des gadgets qui se rajoutent directement dans le Gmail. Contextual parce qu'en gros, ça récupère le contexte du mail qu'on reçoit. En gros, c'est par exemple, vous recevez un mail où la personne vous donne une date, et par exemple, vous avez un gadget qui va intelligemment comprendre qu'il y a une date dans le mail, donc ça veut dire qu'il faut placer un rendez-vous, une réunion, ce genre de choses. Il y a, je ne sais même plus si on en fait encore beaucoup, mais ça existe, ça se trouve sur le Google Apps Marketplace. Côté Chrome Web Store, on a les extensions, et après on a différents types de Chrome App. On a les post-it. On a des Chrome Apps qui sont juste des applications web traditionnelles. On a des Chrome Apps qui sont package, c'est-à-dire c'est comme des extensions Chrome où en gros elles peuvent s'utiliser, on va dire, offline, et on a récupéré, vous fournissez un CAX avec des statiques, du HTML, du JS. Je pense que c'est des prérequis, ça va peut-être disparaître. Ils encouragent à ce que vous gérez vous-même votre application avec votre back-end, vous servez vous-même vos écrans. On a des applications en mode kiosque, ça c'est des applications qui tournent en plein écran, c'est comme par exemple dans les entreprises, dans les McDo, vous avez les menus qui défilent sur des télés. Et ben en gros Google se met aussi là-dessus, on peut fournir des applications Chrome en mode kiosque. Donc en gros ça va être un slideshow avec des slides, avec de la publicité pour vous, ce genre de choses. Le end-user n'a bien sûr rien à faire sur la console du développeur. Quels sont les avantages que je vois à être en marketplace? C'est exactement les avantages que Romain a cités dans le talk d'avant. C'est avoir de la visibilité, mettre en avant son application, puisque là on est recensé sur un site brandé Google, donc c'est bien. Ça veut dire qu'on a été approuvé en quelque sorte par Google, parce qu'il y a une étape d'approbation. On donne le contrôle aux admins Google Apps. Vu qu'on va voir qu'on a une intégration qui est bien faite avec Google Apps, l'administrateur, c'est lui qui va avoir le dernier mot, qui va cliquer oui, j'accepte d'installer cette application. Après, dans son panneau d'administration, il va pouvoir vérifier à quoi on accède, et le jour où il veut révoquer, il dégage, sans interaction de moi, par exemple, en tant qu'éditeur tiers. Authentification unique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser la mire Google. Accès dans le menu de navigation universelle. Donc quand vous êtes dans votre Gmail, vous avez un petit bouton avec 9 petites cases en haut, où vous avez la liste des services Google, et ben votre appli va se mettre en plus dans ce menu. Donc en plus en entreprise, c'est bien, c'est facile d'accès. On n'a pas besoin d'aller copier le lien ou le stocker ailleurs. On est intégré dans tous les services Google pour avoir accès à notre appli. Un exemple d'application, c'est une application qu'on a lancée nous en tant que Seriezeo sur le Google Apps Marketplace. Donc en gros, cette page-là est servie par Google. Et en fait, quand on a publié, on a juste fourni les bonnes infos. On a fourni l'URL de notre appli, on a fourni son titre, on a fourni des petites photos promotionnelles pour donner envie de l'installer. Une présentation. Le lien d'install, il est géré par Google, c'est eux qui le génèrent, mais après, il y a tout le mécanisme d'installation qui se met en place. On n'aura rien développé dessus, on va juste se paramétrer correctement. En tant que développeur, si je souhaite publier une appli sur le marketplace, quelles sont les règles à respecter? Quand vous voulez vous mettre sur une place de marché, que ce soit Apple, Google, vous avez des règles à respecter. Qu'est-ce que Google dit depuis peu, depuis une mise à jour du marketplace? Elle dit qu'il faut faire de l'hôte de 0, il ne faut pas faire d'OpenID de hôte 1, sinon vous allez vous faire dégager. Elle dit qu'il faut faire du one-click sign-on ou même zero-click sign-on, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre d'écran intermédiaire de connexion, il ne faut pas gérer sa connexion avec son service, stocker ses mots de passe, avoir un user qui est différent. Dans le cas du marketplace, c'est un admin qui prend la décision pour tout son domaine de mettre une application. C'est lui qui va accepter les conditions générales d'utilisation et qui va accepter les scopes. Les scopes, c'est le périmètre auquel on accède sur Google Apps.
c'est lui qui va l'accepter. Il ne faut pas que l'utilisateur final, c'est un mec qui est au boulot, et son admin lui a souscrit une appli, mais il n'a pas besoin d'accepter encore des conditions. Il est au travail, il utilise les applis qu'on lui a données, il ne doit pas accepter des scopes supplémentaires. C'est ça que ça veut dire le one-click sign-in. S'il est connecté à son Chrome, il va cliquer dans le menu sur son application, il va directement y accéder. Et il faut avoir une utilisation pertinente d'un service Google. Donc là, la notion de pertinence, ça va être c'est un truc subjectif qui va être décidé par Google, mais en gros, si on met une appli marketplace, c'est pour avoir une interaction au minimum avec un service Google. Ça, en fait, je ne vais pas m'amuser à publier une application en marketplace qui va être lemonde.fr parce qu'il n'y a aucune connexion avec un service Google, juste pour avoir un lien sur le marketplace ou pouvoir y accéder. Dans le cas de l'application que je vous ai montré chez nous qui s'appelle PowerTool, l'utilisation pertinente d'un service Google, c'est une utilisation de Drive. Donc on utilise au moins l'API Drive pour s'interfacer avec Drive. Donc là, maintenant, on va regarder exactement comment on fait toutes les étapes préparatoires et les paramétrages pour être sur Google Marketplace. Condition de base, avoir un compte Google. Jamais ou quoi que ce soit, même pas besoin soi-même d'être sur Apps en fait. Vous allez vous adresser à des utilisateurs Google Apps, laisser vos clients. Au moins avoir un compte Google. Tout commence sur la console développeur. Sur la console développeur, en gros, tout se fait avec un projet. C'est-à-dire, si on veut utiliser App Engine, si on veut utiliser Cloud SQL, Cloud Storage, il faut au moins avoir un projet. On crée un projet, ça génère un ID, très bien. On crée un projet. On crée des credentials, donc une autorisation O2. Ça nous dit qu'il faut remplir un écran de consentement. En gros, là, on est en train de remplir tous les champs nécessaires. On voit assez mal. On est en train de remplir tous les champs nécessaires pour communiquer à l'utilisateur quand il va accepter notre application. Donc on va mettre un product name qui signifie quelque chose pour que la personne sache ce qu'elle fait. L'écran de consentement, c'est quand l'admin va installer, il va dire « Voulez-vous installer l'application faite par monsieur Cyruseo qui s'appelle tant voulez-vous accepter ?» Donc il faut que ça soit assez bien renseigné. Donc là, on est toujours sur la console développeur. Sur la console développeur, on est toujours dans notre projet. Donc, mon projet s'appelle TestDevFest 30 janvier. Je dois activer les API que je vais utiliser. Je veux publier sur le marketplace, la condition, activer l'API qui s'appelle Google Apps Marketplace SDK. Un nouvel écran de paramétrage. Encore tout on voit très mal en fait. Bon, vous allez suivre les cadres. Ça fait un peu double emploi, mais on a encore, vous allez voir que ce n'est pas la dernière fois, on a encore des infos à renseigner, toujours le titre de l'appli, une description sur une ligne, on pourra mettre une description détaillée encore plus tard, des icônes à mettre dans différentes tailles, ça dépend de la façon dont ils vont l'afficher chez Google, ils ont besoin d'avoir ces icônes. Alors après, on allait... Je vous dis depuis le début que c'est un administrateur qui installe ça pour les utilisateurs de son domaine. Ce n'est pas exactement le cas. Depuis peu, on a une case à cocher, Hello Individual Install. Ça veut dire que moi, en tant que je travaille chez EDF, on a Google, je peux quand même aller sur le marketplace et utiliser des applications dont on a coché cette case. En gros, je pourrais utiliser cette application. Pour le coup, là, c'est plus mon admin qui va accepter le périmètre auquel ça va accepter, c'est moi en mon nom avec mon compte qui décide que l'application va accéder juste à mes infos, pas aux infos du domaine, pas à tous les utilisateurs. Donc ça, c'est une option qu'on peut avoir. Je peux fournir des URL supplémentaires qui vont être accessibles. En gros, c'est pour identifier. Je dois forcément, par exemple, avoir une URL avec les termes of service. Donc, c'est parce que, du coup, il y a un engagement contractuel, on va dire. Quand un client vous prend une application, il y a forcément besoin que vous ayez une URL avec des termes of service. C'est tout un tas de choses que Google va vérifier puisqu'il y a une étape d'approbation, de validation côté Google.
Partie très importante ensuite, les scopes, ça fonctionne tout le temps comme ça chez Google, c'est qu'à un moment, moi en tant que développeur, il faut que explicitement je dise à quel service je vais toucher. Quel périmètre le client doit m'ouvrir pour que je puisse aller travailler et faire mes interactions avec Drive. Donc Google, dans ses documentations, fournit les scopes. Donc là, tous les scopes que mon appli, tous les services auxquels je veux accéder, je dois les renseigner. Donc je vais accéder, nous, par exemple, on va accéder à Drive, on va aussi accéder à des API qu'on appelle User Provisioning. Ils appellent ça Directory, pour accéder aux utilisateurs du domaine. Donc tout ça, je le renseigne ici. Le type d'extension, c'est les extensions que je vous ai décrites tout à l'heure, soit une application, soit une Drive App, ou soit une contextual gadget. Ok. Donc j'ai fait un tour dans la console développeur, j'ai créé un projet, j'ai activé la marketplace API, j'ai déjà rempli un écran de paramétrage. Maintenant, je veux publier mon application. Maintenant, il faut que je me rende dans le Chrome Web Store. Donc je vais publier une application Marketplace, mais je vais dans le Chrome Web Store. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un peu idiot, mais on va dire que ce n'est pas encore totalement unifié. Donc pour le développeur, l'installation se fait dans le Chrome Web Store, donc chrome.google.com. Et il y a une console développeur auquel j'accède. Je dois écrire en fait un manifeste, donc c'est un fichier qui va déclarer ce que fait mon application. Si vous avez déjà fait les extensions Chrome, c'est exactement la même chose, vous écrivez un manifeste. Le manifeste, en fait, il n'a pas beaucoup d'infos. Vous avez des manifestes qui sont plus gros, beaucoup plus gros pour les extensions Chrome. Parce qu'en gros, je lui indique quel type c'est, domaine install ou Google Drive. C'est encore pour rappeler si c'est une application Drive ou une application Google Apps Marketplace qui va s'installer pour tout le domaine. L'info intéressante, c'est l'API Console Project ID. C'est un ID que j'ai récupéré dans ma console à l'étape d'avant, qui va permettre à Google d'aller mapper, d'aller identifier quand je vais lui publier ce manifeste, pour dire ah oui, c'est bon, ça correspond au truc que j'ai paramétré à l'étape d'avant. C'est pour ça en fait que j'ai pas un manifeste qui fait 3 km parce qu'il se sert des infos que j'ai remplies à l'étape d'avant grâce à cet identifiant. Et j'indique l'URL de mon application. Là, on est dans le cas où vous pouvez avoir une application qui fait n'importe quoi et après coup, vous la mettez dans le marketplace. Donc vous avez une application existante qui fait ce que vous voulez. Comme pour une extension Chrome, je zip tout ça avec des icônes, parce qu'il demande aussi des icônes. Et je le mets dans le Chrome Web Store. Troisième page de paramétrage. Comme Romain nous a montré tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je redéfinis. Il a trouvé dans le manifeste comment s'appelait mon appli, mais il redemande encore certains logos, il me redemande les images publicitaires, il me redemande une description détaillée, je lui renseigne. Il me demande aussi de prouver la propriété de l'application, parce que typiquement, Romain il fait une application, c'est pas moi qui vais la publier sur Marketplace, donc il faut que je prouve que l'application m'appartient. On fait ça avec le Webmaster Tool. En gros, pour définir, on va dire dans le monde du web ou chez Google, pour définir la propriété de notre application, on fait ça en renseignant dans son DNS, donc en gros sur le nom de domaine de mon appli. Je vais dans ma console DNS et je vais aller écrire un champ quelque part, un CNAME, un TXT, avec un code que m'a donné Google, et après Google va vérifier, et elle va sur la page, et s'il y a wildcode, ça veut dire que c'est bien mon appli, puisque j'ai accès à la console DNS, j'ai été faire l'enregistrement, et là Google peut prouver la propriété de mon application. C'est la même chose quand vous souscrivez un domaine Google Apps ou ce genre de choses. On peut aussi avoir une option inline install. En gros, c'est que vous voulez filer un lien sur votre site pour installer directement l'appli sans passer par la fiche Marketplace qu'a générée Google. C'est encore une autre option possible. Donc, à ce niveau de la présentation, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Créer un projet, générer les créneaux de choses, activer et configurer Marketplace SDK. Donc là, on était dans la console développeur. Là, on est dans le Chrome Web Store. On termine la publication en prouvant l'ownership de notre appli.
Maintenant, on doit quand même un peu adapter son application parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait respecter des règles d'utilisation de O2, de one-click sign-on. Donc ça, il va falloir quand même qu'on ait un petit effort dans notre application. L'exemple que je prends, là c'est les 3 slides du code, l'exemple que je prends ici, nous notre application c'est du App Engine, Python. Allez, c'est déjà une appli existante, on a juste besoin de faire 2 petites modifs pour que ça fonctionne. La home de mon appli, celle que j'ai définie dans le marketplace, là où l'utilisateur doit aller la toute première fois qu'il se connecte, elle répond au verbe get, donc j'ai ma méthode get. Je lui ai mis un décorateur, si vous faites du Java, ça doit être l'équivalent d'une annotation. Je lui ai mis un décorateur, donc en gros, dès lors que je vais vouloir aller là-dedans, je vais forcément passer par ce fameux décorateur qui va me faire la vérification de l'authentification. Si je peux authentifier, il va m'authentifier. J'ai aussi un truc qui va se révéler utile pour tout à l'heure, j'ai aussi une URL de callback. En gros, si vous êtes un peu familier de l'O2, je vais faire... je ne gère pas l'authentification, je laisse ça à Google, mais il va y avoir une communication entre moi et Google. Je vais générer une URL d'authentification qui va aller chez Google. La personne va s'authentifier chez Google et Google, via une URL de callback, va me renvoyer un code d'accès à moi et moi je vais l'échanger dans le flow d'autorisation en un access token. C'est bon, vas-y, tu peux y aller. Donc j'ai aussi préparé mon décorateur O2 callback. Qu'y a-t-il dans ces décorateurs? On voit très mal. Mon décorateur, il a une méthode est autorisé, et en gros je passe devant. Si j'ai déjà un cookie, parce que nous dans notre appli on gère un cookie, si j'en ai déjà un, et que là c'est une méthode typiquement de notre appli métier, getUserAuth, si j'ai un cookie et que je me rends compte qu'il est valide, nickel, c'est checké, je passe, ça se passe bien, je sors de mon décorateur, je peux y aller. Si je ne suis pas checké, je vais m'authentifier. Et en gros, pour faire ça, j'utilise... Pour le O2, en plus, Google fournit des implémentations, fournit les librairies. Il y a la doc, il y a l'aspect le protocole, mais Google nous fournit une implémentation Python. Ça doit être le OS2 Python Client. C'est un truc débugué qui marche, c'est fait par Google. Je crée un objet Web Server Flow. Je lui file mes infos, les scopes. Il faut que je mette les mêmes scopes. Il ne s'agit pas de demander plus de scopes que ce que le marketplace m'a laissé rentrer. Je génère une URL d'authentification et je redirige l'utilisateur. À partir de ce moment-là, l'utilisateur il n'est plus chez moi, il est chez Google. Il va mettre son username, son mot de passe. Il va cliquer sur se connecter. Et côté Google, chez Google, et ben en gros ils vont dire ah oui c'est lui, il va falloir que je le renvoie sur l'URL de callback de l'application. Ça c'est mon deuxième décorateur. J'ai toujours mon objet O2 Web Server Flow. Le code que j'ai récupéré est là. Si j'en ai pas, il y a un problème. Si j'en ai un, je vais l'échanger à ce niveau-là. Je fais un exchange code. Ça, c'est toujours une méthode qui est, c'est pas moi qui l'ai codée, c'est dans l'implémentation Python que nous a fourni Google. S'il y a un problème, je dis un problème. Sinon, bah, je passe et c'est bon, je suis authentifié. Donc j'ai eu cet échange. Et ben, on va juste faire une démo d'installation pour que vous voyez que côté admin, la personne installe, elle valide les scopes. L'application est installée, elle peut l'avoir dans son plan d'administration. Et après, on verra pour un end-user que lui s'y connecte en un clic. Il ne sait même pas qu'il est parti de chez Google pour aller sur l'application, si ce n'est l'URL. Donc là, je suis connecté avec un utilisateur admin. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la console d'administration Google Apps. Donc moi, je suis admin du domaine, j'ai la vue sur tous mes utilisateurs dans mon domaine et toutes les applications.
ça c'est les applications core, Gmail, ce genre de choses, et ici on a les applications marketplace. Donc, typiquement là j'en ai certaines qui sont déjà installées. Donc en gros quand vous êtes passé sur marketplace, vous avez la vue ici, vous pouvez même les dégager, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je me dis tiens elle est bien cette appli, c'est nous qui l'avons fait. Je décide de l'installer. Là, je suis chez Google, hein. Je suis sur le marketplace, je fais install. J'espère que ça va marcher. Vu que j'ai fait plusieurs installations, j'espère qu'il ne va pas laisser des cookies et qu'il va faire n'importe quoi. Donc là, automatiquement, je suis connecté avec mon admin. Ça, c'est une extension, c'est un truc qui vient après, c'est pas l'application. En fait, là, c'est une application qui va être dans le cPanel, c'est pas une extension. Mais je suis d'accord que l'icône est la même, donc ça peut prêter à la confusion. Je suis connecté avec mon admin, donc tous les infos que j'ai renseignées pendant mon paramétrage, ça sert bien à quelque chose, ça se retrouve ici. Le logo, le nom, les scopes ici sont traduits, c'est pas des URL, c'est un peu plus compréhensible, et là ça me liste tout ce que cette appli va accéder. Donc nous on a besoin d'accéder au provisioning des groupes, des users, donc lire les groupes, les users, on a besoin de voir les users du domaine, on a besoin de travailler avec Drive, on a besoin de savoir qui on est sur Google, récupérer des adresses email, les infos de profil. Ne me demandez pas pourquoi l'icône est comme ça, parce que ça ne sert à rien, c'est une icône lab, on va dire. C'est une connerie côté Google. En tant qu'admin, je vais travailler pour tout mon domaine, donc je dois choisir sur quel périmètre de mon domaine. Donc là, en gros, mon domaine s'appelle perfsurvideo.com, donc je le mets pour tout perfsurvideo.com. Quand je coche ça, ça veut dire que je suis d'accord, et je fais accept. Voilà, en gros, installer, c'est un bien grand mot, hein. Ça a juste mis une référence de l'appli dans mon panneau, et puis ça a déclenché aussi un truc chez nous pour dire c'est bon, quelqu'un l'a installé. Launch App, en gros ça redirige vers une URL que j'ai saisie pendant les paramétrages, qui était en gros mon URL de setup ou l'URL de ma homepage. En espérant que ça marche. Donc là vous voyez, je suis plus chez Google, je suis chez nous, la Power Tool for Drive. Et voilà, là ça fonctionne. Nous on a une étape de... Là du coup c'est purement interne à notre application. On a une étape de setup, parce qu'on doit lire les users du domaine. À récupérer automatiquement la langue de l'utilisateur ou l'application en français? On doit récupérer la langue du... C'est même pas du navigateur parce que moi je suis en anglais là. On récupère la langue quelque part. On fait c'est Google qui fournit. Voilà. Ok, donc là on est installé. Et alors si je suis un end user, donc j'ai une autre session Chrome, donc une personne. Ah non, je vais quand même vous montrer. Ici. En fait, je vous ai montré le mauvais cPanel. En fait, on a tellement de domaines que c'est un enfer. Surtout avec cette nouvelle interface. Exactement. Michel Blanc. En plus, on a des noms en démo, ça fait fureur ces noms. Michel Drucker, Michel Blanc. Voilà, donc en gros, j'ai installé ça, Power Tool for Google Drive. On a enfin notre environnement ici. Moi, en tant qu'admin, là, elle est listée ici. Je peux la désactiver. Je peux vérifier les accès que j'ai autorisés, si je me souviens plus. C'est tous nos scopes. Les URL que j'ai saisies dans certains paramétrages se retrouvent ici, parce qu'en gros, là, par exemple, j'ai fourni une URL de setup supplémentaire. Dans les paramétrages, on peut en mettre d'autres. En tant que end user, je vais changer de profil encore. Alors en plus, c'est un truc fantastique, c'est que si l'écran est trop petit, on ne voit pas tout le monde. Voilà, c'est ça. En fait, il ne faut pas passer par cette fenêtre dégueulasse.
Voilà, donc ce que je vous disais, ça c'est le Universal Access. Donc en gros là j'ai mes services Google classiques, les core services de Google Apps. Et là, alors en fait, on est écran petit qu'on ne mettre pas sur le seul complément. Ouais, d'accord, c'est bien. Ouais, non, il faut d'abord se connecter. Et je crois lui suivre. Mais en fait, je pense que quand l'écran est petit comme ça, voilà, c'est là. Et voilà, donc là il est apparu ici. Et moi en tant qu'end user, vous voyez, j'ai pas d'écran intermédiaire. J'ai mon dashboard, j'ai pas d'écran intermédiaire et j'ai pas ce fameux écran qui est un peu ennuyeux qui demande de accepter des scopes ou de donner une autorisation pendant 30 jours. Ce qui, dans un cadre d'entreprise, est quand même assez aberrant de redemander à un salarié comme ça d'accepter des trucs et de cocher une case j'autorise ou je suis d'accord avec les termes of service. Les termes of service ont été acceptés par mon admin. J'ai pas besoin d'être embêté avec ça. Tu peux pas accéder directement au URL? Oui, tu peux mettre l'URL aussi. Là, je vais montrer le lien de Universal Access. Alors, je vais reprendre mes slides. Si je la retrouve. Voilà. En conclusion donc de ce talk, pour être sur le marketplace, niveau intégration, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de contraintes, il n'y a pas beaucoup de devs. J'ai mis en place 2 décorateurs. En même temps, si vous faites une application un peu à la mode au bout du jour, vous allez forcément utiliser de l'OE2 parce que vous allez proposer un sign-in Google, un sign-in Facebook, ce genre de choses. Donc c'est pas non plus un truc aberrant de la part de Google. Le paramétrage est quand même un peu fastidieux. Au vu des évolutions et des surcouches et des nouvelles interfaces qu'ils font, on se retrouve quand même à se balader dans 2 consoles. On s'y perd un peu. On a l'impression de remettre plusieurs fois la même info. C'est un peu le bémol que j'ai. L'impact pour votre produit, vous avez la visibilité du marketplace, vous avez la confiance de vos utilisateurs parce que vous êtes approuvé par Google. C'est-à-dire que vous avez le tampon Google, c'est-à-dire il y a une validation comme sur l'App Store ou sur l'Android Play Store. C'est une validation après coup qui est manuelle, c'est-à-dire en gros, ils ne font pas passer un robot, ils ne vont pas aller voir votre code source, mais ils vont voir l'utilisation de l'application si c'est cohérent avec ce qu'on attend, ce qu'un utilisateur en entreprise peut attendre d'une application marketplace. Vous laissez le contrôle au client, ça c'est super important, parce que le client il n'a pas besoin de vous appeler votre support pour dire c'est bon, résiliez-moi tout ce bazar. Donc dans son cPanel, dans sa console, il a une seule console d'admin Google Apps, il peut vous dégager quand il veut, ça c'est parfait. Prochaine étape, ce que nous on fait chez Cerizo et ce que je vous encourage à faire, une fois qu'on a mis tout ça en place, on peut utiliser une API Marketplace pour aller récupérer des stats d'utilisation. Nous typiquement chez Cerizo, on a 4-5 produits en Marketplace. Avec l'API, on va pouvoir récupérer le nombre d'installs, même le nombre d'utilisateurs sur tous les domaines qui utilisent notre API, sans aller, en fait c'est une logique, en fait c'est tout un calcul qui est assuré par Google via l'API Marketplace. C'est pas sur chacune de nos API, on n'a pas recodé un truc de reporting pour aller compter le nombre d'utilisateurs qui s'y connectent. Ça c'est parfait. Et derrière, nous on fait un back-office aussi, on peut faire avec tout ça un back-office de gestion produit. Donc nous on a des écrans qui sont uniquement pour nous, pour gérer nos produits, qui vont récupérer ces statistiques par API. Et par exemple pour gérer la facturation. Parce que notre offre, c'est un licensing, on paye par utilisateur et par an. Donc on a besoin de savoir combien on a d'utilisateurs. On sait qu'un admin l'a installé sur son domaine, mais on ne sait pas combien d'utilisateurs l'utilisent vraiment. Donc par exemple, avec ça, on peut récupérer et gérer nous, notre facturation. Et on peut aussi faire des statistiques d'utilisation. Et je pense que c'est bon. Avez-vous des questions? Non, vas-y. Ouais. J'ai une question sur plutôt peut-être un peu légal sur l'acceptation des scopes de l'application. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les données qu'on récupère par rapport à ces scopes, on a le droit d'en faire ce qu'on veut? J'imagine que non.
C'est juste dans le cadre de l'application. En gros, moi en tant que développeur, j'ai clairement identifié, j'ai clairement dit dès le début ce à quoi j'allais toucher grâce au scope. Donc en gros, si je fais une application en marketplace et que je dis c'est une application qui va lire tes documents spreadsheet, juste ça, et qu'au moment d'accepter les scopes, l'utilisateur, le client, il a une liste longue comme le bras de scope, il va peut-être se dire qu'il y a un problème. S'il le fait et qu'il coche la case, en effet, il m'aura donné le droit d'aller y toucher. Et je vais pouvoir le faire parce que lui, il a coché le truc en disant oui, c'est bon, c'est pas frauduleux, j'y vais, on y va. Donc oui, en effet, moi, je pourrais le faire. Donc, mais en gros, il y a quand même un contrat qui lie la personne en tant que Google Apps, qui lie le client à Google Apps. Et après, le fait qu'il ait coché la case, c'est qu'il y a un contrat qui lie moi, l'éditeur, avec mon client. Donc en gros, il faut qu'il lise les termes of service pour savoir ce que je fais. Et je pense qu'en effet, après, il peut venir m'attaquer en me disant ton appli, elle devait faire ça, et au final, elle me lit 15 fois plus de données. Donc là, il peut venir m'embêter, oui. Parce que du coup, j'ai fourni des termes of service qui étaient peut-être foireux et qui sont pas bons. D'accord, mais plus que ça, c'est pas tant sur le fait de changer le scope au moment de l'acceptation, c'est plus je dirais sur le scope, je sais pas, je vais dire pour Google Plus, tous les salariés qui vont utiliser l'application. Je suis censé, j'imagine que ces infos-là, je suis censé les utiliser uniquement pour mon app. Ouais. Bah, c'est ce que tu dois mettre dans tes termes de service, et si tu le fais pas, non, mais même il faut forcément le mettre, mais je pense qu'après tu peux te faire inquiéter. Après nous, bien sûr, on accède à des données d'utilisateurs. Après, c'est la même façon quand on critique Google, c'est-à-dire qu'en gros, la donnée, en effet, elle est utilisée par Google, mais elle n'est pas utilisée par des humains pour des trucs comme ça. Au final, c'est processé, c'est un truc automatique et tout. Mais en effet, en final, on t'a filé l'accès, tu peux aller faire ce que tu veux. Je peux faire mon entrepôt de données, moi de mon côté. Mais voilà, bah après, si tu te fais gauler, je vais dire, tu vas te faire inquiéter. Mais on t'a laissé l'accès à ces données. D'accord, ouais, voilà. Ok. Mais après, c'est le jeu. Tu as un contrat qui te lie avec la personne. Si la personne t'achète des licences, elle a signé un contrat, elle va venir te chercher si ça se passe pas bien, ou si elle arrive à se rendre compte que tu as utilisé ces données à son insu. Ça peut être une contrepartie à une gratuité sur un produit, par exemple. Tout à fait, que ce soit utilisé pour des réseaux publicitaires, tu veux dire récupérer des mails, des trucs comme ça. Et version gratuite, ok, mais par contre les données sont utilisées. Nous on fait que du B2B, donc en gros on s'adresse pas aux particuliers, on s'adresse à des entreprises. Donc on signe un contrat, on fait une facture, quoi. C'est pas, voilà, on n'est pas en train de mettre un jeu sur Facebook entièrement gratuit où on dit on va utiliser votre email à des fins promotionnelles. On va te proposer une version gratuite, mais du coup tu auras le droit de collecter. Voilà, mais après dans le cadre de l'entreprise, c'est pas sûr que le gars de la DSI qui va souscrire à ton appli, il ait le droit de dire ok, collecte les données de mes 30 000 salariés, vas-y. Ok, merci. D'autres questions? Question du coup, comme quelqu'un d'autre avait fait remarquer, tu as deux morceaux dans l'application, un morceau qui s'installe par l'admin et une extension Chrome. Ouais. Comment ça peut pas être installé en un clic les deux? Non, parce que alors en plus, là c'est spécifique aux produits que nous on développe, mais en gros, toute cette histoire que j'ai racontée de Auth2, on l'utilise juste pour l'authentification de l'user et pour être compliant, pour être valide vis-à-vis du marketplace. Mais nous derrière on fait de l'Auth2 Service Account, ça veut dire qu'en gros c'est encore un autre mode de Auth2, ça veut dire qu'on peut impersoner quiconque, c'est-à-dire prendre la place de quiconque parce qu'on a besoin de travailler sur tous les utilisateurs. Donc en gros on utilise ça après. Donc on a aussi fourni notre clé privée, on n'a jamais nos credentials. Et en gros l'application, toi en tant qu'admin, la première fois que tu l'as installée, sur l'appli, tu as un lien installer l'extension Chrome. Et en gros cette extension Chrome, quand tu es en cadre d'entreprise, en gros tu vas la prendre, tu vas prendre le CRX et puis tu vas le mettre dans ta GPO pour la télé déployer sur tous tes postes. Et du coup, par contre, l'extension, quand tu l'affiches la première fois, et ben, elle aussi elle a des décorateurs pour vérifier un check auth in extension, donc on va récupérer, on va dire, le contexte pour savoir qui est connecté, comme on peut le faire, je ne sais plus exactement, mais en gros dans l'extension on arrive à savoir avec quel profil on est connecté.
D'accord. Et du coup, tu utilises une authentification haute différente pour ton application Marketplace et pour l'extension Chrome ou Pour le end-user, c'est la même et puis c'est transparent quoi, parce qu'en fait, tu es déjà connecté. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça en fait. Et alors, du coup, ça, j'en ai pas parlé, ça peut être un peu confus. C'est que si vous avez l'habitude de faire du App Engine, sur App Engine, on peut dire c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert uniquement avec des gens qui ont un Google Account. Donc là, c'est cool, c'est App Engine qui fait tout, il vous met la mire Google. Ou c'est autorisé à que des gens Google du domaine Google Apps suivant. Par exemple, le Perf-SEO. Ce qui au final, on ne l'utilise absolument pas, parce que limiter un domaine, c'est absolument pourri dans App Engine, c'est que ça ne marche pour un seul domaine et pas des sous-domaines. Dans la vraie vie, une vraie entreprise, on a forcément 10 sous-domaines. Donc ça, en fait, on ne le fait pas. Compte Google, on le fait, mais on a ce fameux écran intermédiaire, voulez-vous autoriser l'accès à l'application, cocher, se souvenir pour 30 jours, oui, non. Donc ça, on ne l'utilise pas. Donc nous, en gros, on utilise App Engine en mode normal, et c'est nous qui gérons toute l'authentification, et en plus, ça nous permet d'être compliant Marketplace. Et pour la gestion des versions, tu es obligé de retaper toute la fournière? Non, en gros, quand on a publié sur le Chrome Web Store, on peut revenir sur la fiche du Chrome Web Store et juste updater. En gros, tu refournis juste un manifeste avec tu as incrémenté ton numéro de version, par exemple. Tu dis pas qu'il y a quoi de nouveau, nouvelle feature? Tu dois pouvoir changer la description. Tu changes ta description dans ta fiche Marketplace. Et comme ça, quand tu raffiches ta fiche Marketplace, en haut, tu as mis un bandeau, version machin, du temps, avec les features. C'est la description de l'appli en fait. Tu écris ton changelog dans la description de l'appli, mais ça ne gère pas 14 descriptions avec 14 versions en fait. Tu mets tout au même endroit avec ton changelog. C'est juste la description. Ouais. Je pense que ça doit être plus ou moins la même chose sur iOS ou sur le Google Play Store. Tu vois que quand tu télécharges une mise à jour, les gens ils t'ont remis la description complète avec le changelog. Tu peux définir une liste de bêta-testeurs? Ça, tu vas pas le gérer. En Marketplace, tu n'as pas des features comme ça, A/B testing, je vais mettre 50% des mecs sur cette version, 50%. Ça, c'est un truc que tu fais que sur d'autres services que tu peux faire côté App Engine. Mais côté Marketplace, c'est vrai que c'est pas con, tu pourrais peut-être indiquer côté Marketplace une URL version nouvelle et puis une URL version existante stable, quoi. Mais tu le fais pas côté Marketplace. Nous, si on veut faire ça, on le fait avec App Engine ou avec peu importe ce que tu utilises pour faire ton appli. Et les feedbacks, tu n'as que les API, c'est-à-dire que tu es obligé d'écrire un script pour récupérer tes stats, ou il y a une interface Google Analytics après, côté Marketplace, tu peux mettre un ID Analytics pour aller surveiller le nombre de hits sur ta fiche Marketplace. Sur ton appli à toi, indépendamment que tu fasses du Marketplace ou pas, tu peux aussi aller foutre ton morceau de JavaScript pour aller faire ton Analytics. Et après, dans le monde Google, tu n'utilises que de l'API partout. En gros, c'est côté serveur, tu as ton petit client d'API qui a été fait par Google dans ton langage favori. Et API pour Drive, pour le provisioning, pour tes utilisateurs, tout ce que tu veux. Une dernière question, les logs, tu as un moyen pour récupérer les scénarios d'utilisation le plus... Ça, c'est pareil, c'est pas non plus lié au Marketplace, c'est côté App Engine, c'est ton côté serveur, c'est ta techno, ton application en elle-même qui gère ça. Donc, tu gères tes logs dans App Engine si tu utilises App Engine, si tu utilises autre chose. Tu disais, vous avez déployé 5 applications sur la Marketplace. Ouais. Et du coup, pour l'instant, vous êtes plutôt content, vous trouvez que la Marketplace vous fournit des utilisateurs ou il faut absolument faire un effort commercial On n'est pas en service grand public, quoique la Marketplace c'est pas du grand public. Ouais. Mais en gros, déjà, en plus, nous, la majorité de nos applis sont unlisted. C'est en gros, voilà. PowerTool, elle est listed, mais en gros, quand tu as une validation de Google, il faut attendre, tu sais, que ça arrive dans la recherche. Ouais. Donc, et ça met un certain temps. Et nos autres applis, en plus, ce sont unlisted, c'est-à-dire on profite du Marketplace pour ce One Click Sign-On, ce truc un peu propre, avec le logo Google, acceptation des scopes, tout ça. Mais en gros, quand le client a besoin de l'installer, le canal entrant, pour l'instant, c'est pas
C'est pas encore le marketplace à 100%. C'est le but de faire du marketplace aussi, c'est qu'on ait des calls entrants plutôt qu'on ait des marchés. D'accord, donc à terme, vous pourriez envisager de passer de unlisted à complètement pour les autres. Alors, et pour l'instant, Power Tools, c'est le premier que vous mettez en marketplace. Alors en plus, du coup, avant la marketplace, ça pouvait même gérer le licensing. En gros, dans le cPanel, l'admin pouvait avoir la liste des utilisateurs avec une licence. Donc ça gérait même la facture et puis l'attribution des licences. Ils ont viré tout ça. Donc la facture, il faut la gérer chez nous maintenant. Donc nous, même derrière, sur notre back-office de gestion produit, on a même la possibilité d'aller rajouter un bouton PayPal pour que la personne puisse automatiquement prendre ses licences. Et on fait du PayPal parce que Google Wallet, c'est plus ou moins mort aussi. Donc. C'est pas mal. En gros, là, c'est vraiment le... Bon, en fait, là, je parle quand on est en marketplace, où la personne ne nous connaît pas, ne nous a jamais contacté, elle tombe sur l'appli, elle a envie de prendre une licence. Comme ça, elle va sur PayPal. Par contre, dès que c'est un grand groupe, ou qu'il y a peut-être 300, 500, elle passe un coup de fil et puis c'est facture 30 jours fin de mois. Enfin, on n'est pas un service entièrement web où on récupère des millions par PayPal comme ça. Après, on passe en mode classique. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. D'autres questions? Eh bien, c'est l'heure de la récré alors. Merci.